simplement congolais. Le général Bosco Ntaganda, à nouveau réclamé par la Cour pénale internationale. Des mandats d'arrêt ont été lancés vendredi contre Bosco Ntaganda et le commandant suprême des rebelles des FDLR, Sylvestre Mudakumura, deux principaux responsables des violences dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une force internationale pour sécuriser les frontières de l'Est de la RDC et combattre les groupes armés y opérant. C'est l'une des 13 décisions prises mercredi dernier par les délégations de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Addis Abeba. Et puis la France célèbre aujourd'hui sa fête nationale. À cette date historique du 14 juillet, François Hollande renoue avec l'interview télé, ce à quoi Nicolas Sarkozy y avait mis fin. Il s'agit d'une fête haute en couleur avec un défilé militaire présidé par le président français. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Le général mutin Bosco Ntaganda, une fois de plus réclamé par la Cour pénale internationale, la CPI a lancé vendredi des mandats d'arrêt contre deux principaux responsables des violences dans les Kivu. Il s'agit bien entendu de Bosco Ntaganda et de Sylvestre Mudakumura, le commandant suprême des rebelles des FDLR. Ils sont tous poursuivis pour des exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Nouveau signal dans la lutte contre l'impunité et la justice internationale. Depuis vendredi, Ntaganda, 41 ans, est sous un nouveau mandat d'arrêt de la CPI. Le mutin est poursuivi pour 3 chefs de crimes contre l'humanité, notamment meurtre et viol, et 4 chefs de crimes de guerre commis dans le Kivu entre 2002 et 2003. Il faisait déjà l'objet des mandats d'arrêt pour enrôlement d'enfants soldats lancés en 2006. Les juges ont également lancé un mandat d'arrêt pour 9 chefs de crimes de guerre, notamment meurtre, attaque contre la population civile et pillage commis en 2009 et 2010 contre le Rwandais Sylvestre Mudakumura, 48 ans, commandant suprême des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Sur la base des éléments de preuve présentés par le bureau du procureur, les juges ont estimé qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les deux hommes sont responsables de crimes selon un communiqué de la CPI qui siège à La Haye. Kinshasa a immédiatement salué vendredi soir le mandat d'arrêt contre le Rwandais Sylvestre Mudakumura, le qualifiant de très bonne nouvelle. Les deux recherchés sont actuellement retranchés dans les collines de l'Est de la République où ils entretiennent des mouvements militaires qui tentent de réjamber, aidés par les partenaires sinon des parrains des pays voisins, aux attaques des forces armées de la RDC et des casques bleus. Alors que le rapport de l'ONU reconnaît l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, Paul Kagame, le président rwandais, nie encore le soutien de son pays aux rebelles dits du M23. Fabien Lumbala a lu cette interview. Vous êtes confronté à des sérieuses accusations sur vos activités en RDC voisine. Un rapport de l'ONU le mois dernier affirme que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Que répondez-vous ? Ma réponse est que nous ne sommes absolument pas liés à tout cela. Nous ne soutenons pas le M23 et nous n'avons pas l'intention car nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Ça n'aurait aucun sens d'être impliqués car notre relation avec la RDC est très bonne. Avant que tout cela n'arrive, nous travaillions ensemble pour éliminer le problème qui existait entre les deux pays. Certaines personnes n'étaient pas contentes que nous travaillions avec les Congolais. Elles tentaient de manœuvrer contre cela. Et d'un seul coup, à cause des problèmes du Congo, cette situation s'est créée. Cela est en plus un problème intérieur du Congo et un échec des autorités à résoudre leurs propres problèmes, ce qui a créé cette situation. D'énormes problèmes en République démocratique du Congo, certes, mais les experts disent que ces violations consistent à fournir du matériel et un soutien financier à des groupes armés qui opèrent dans l'Est de la RDC, incluant le M23. Laissez-moi vous clarifier les choses. Ce soi-disant rapport est une annexe attachée au rapport intérimaire par des soi-disant experts qui opèrent au Congo. Quand on regarde ce qu'il y a dans l'annexe, c'est révélateur, ces gens ne sont pas des experts. On l'a vu d'ailleurs quand le rapport est sorti, les personnalités rwandaises citées dans le rapport l'ont appris uniquement lors de la publication du document. Pourquoi voudrait-il inventer ce type d'information ?
Laissez-moi vous dire les faits et vous pourrez tirer vos propres conclusions. Le rapport est basé sur ce qu'ont dit les soldats au Congo, les officiers, les agents de renseignement, les soi-disant déserteurs, des gens qui ont déserté de l'un ou l'autre groupe. C'est tout ce dont ils parlent. Moi je vous dis que les personnes qui ont été accusées n'ont jamais été questionnées. Les réponses du dirigeant rwandais aux questions des Zeinab Badawi dénotent la fourberie du Rwanda qui continue à s'entêter dans l'agression et les pillages des richesses du Congo-Kinshasa, et ce malgré les preuves tangibles du rapport de l'ONU et le message très ferme de la communauté internationale. Jusqu'où ira le cynisme de la classe politique rwandaise à l'égard du Congo-Kinshasa? Pourquoi le chef de l'État rwandais va jusqu'à nier le rôle des membres de son gouvernement cités dans l'annexe du rapport de l'ONU? La vérité est têtue et Paul Kagame peut tromper le monde entier, mais pas sa propre conscience. Toujours dans ce chapitre, la conférence ministérielle des 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs était en session extraordinaire à Addis Abeba. Nous sommes là en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Au cours de ces travaux, 13 grandes décisions ont été arrêtées. La conférence ministérielle de 11 pays membres de la CIRGL, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la RDC, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, a, au cours de la réunion extraordinaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, pris 13 grandes décisions. La CIRGL décide désormais d'intégrer les groupes armée M23 sur la liste des forces négatives qui écument la région, et le Rwanda l'a aussi approuvé en signant les rapports ad hoc. La CIRGL décide de saisir l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour établir immédiatement une force internationale neutre en vue d'éradiquer totalement les M23. La CIRGL a lancé un appel à tous les États membres de respecter dans sa totalité les protocoles sur la non-agression et la défense mutuelle dans le cadre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement signé par les chefs d'État le 15 décembre 2006 à Nairobi, au Kenya. La CIRGL a lancé un appel à toutes les forces négatives, en particulier les M23, pour cesser immédiatement leur activité armée. Les 11 pays membres de la CIRGL ont lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle apporte urgemment une aide humanitaire appropriée aux victimes de violences à l'est de la RDC, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, et que cette aide soit étendue à toutes les populations victimes dans toutes les zones affectées. Et à Kinshasa, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Évariste Boshab, a réfuté vendredi toute accusation portée contre son parti concernant la stigmatisation et la xénophobie. Il s'est prononcé au cours de sa matinée politique tenue dernièrement à la Foire internationale de Kinshasa. Au cours de sa matinée politique organisée mercredi 11 juillet à Kinshasa, certains cadres du parti présidentiel avaient pointé du doigt la communauté Tutsi quant à la crise dans l'Est et ainsi péché contre les prescrits de la loi de 1966, reprimant les incitations à la haine ethnique et tribale en RDC. Choquée, la communauté Tutsi, conduite par l'ancien vice-président de la République, Azarias Rouberois, est allée se plaindre jeudi 12 juillet auprès du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège. C'est extrêmement injuste et dangereux de viser une communauté comme si elle était moins citoyenne que les autres, avait alors déclaré le porte-parole de cette communauté à l'issue de cette rencontre. Face donc à ces situations, le secrétaire général du PPRD, Évariste Boshab, a réagi ce vendredi devant toutes ces accusations portées contre son parti. Nous avions dit que l'agression n'avait pas de nature tribale ou ethnique. Nous sommes allés plus loin en disant que parmi les fauteurs de troubles, il y avait les ressortissants de toutes les provinces et de toutes les tribus avec leurs complices venus du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Nous avons également dit qu'il y avait leurs commanditaires occidentaux. Il renchérit aussi en rétorquant au communiqué du ministre de la Communication et Médias qui les incrimine aussi. Comment, à partir des affirmations aussi claires, sauf procès d'intention, on peut affirmer que nous avons tenu de propos haineux alors que nous étions là pour demander à l'ensemble de la population de se mobiliser comme un seul homme pour faire face à l'agression dans l'est du pays.
Face à la guerre dans l'Est, le gouvernement a appelé les Congolais à l'unité en s'interdisant toute xénophobie d'une communauté contre une autre. Il est également opposé à tout comportement qui frise le règlement des comptes. Tout à fait autre chose, le gouverneur intérimaire de la province orientale, Ismaël Aramandiama, a inauguré dernièrement la salle des sports et d'ergothérapie du centre Simama pour handicapés physiques à Kisangani. Ce bâtiment est une réalisation de la fondation Bralima Heineken. Le centre Simama de l'archidiocèse catholique de Kisangani destiné aux handicapés physiques est désormais doté d'une salle de sport et d'ergothérapie. La cérémonie de son inauguration officielle a été présidée le vendredi 22 juin 2012 par le gouverneur intérimaire de la province orientale, Ismaël Aramandiama. Dans son mot de bienvenue, le père Martin, fondateur du dit centre, a rendu hommage à la fondation Bralima Heineken et qui lui a permis de réaliser ce vieux projet de 20 ans. Le directeur de siège provincial de la Bralima a pour sa part indiqué que le geste de son entreprise est une contribution à l'épanouissement de personnes vivant avec handicap. La représentante des bénéficiaires directs de cette œuvre, à son tour, a exprimé toute la gratitude de ses pairs avant de demander aux autres personnes de bonne volonté d'emboîter le pas à la Bralima. Et le gouverneur intérimaire, Ismaël Aramandiama, a, avant de faire le tour complet de ces deux salles, apprécié cette action à sa juste valeur. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui. Ici, dans la ville de Kisangani, nous avons ce centre, la salle de sport. Pas seulement pour les handicapés, c'est multi-sport pour tout le monde. Même les malades qui doivent se reconditionner doivent venir ici pour la kinésithérapie. Et la salle ici En international, un nouveau rebondissement judiciaire relance l'affaire dite des biens mal acquis en Guinée équatoriale. Vendredi, un mandat d'arrêt a été lancé à partir de la France contre Théodorin Nguema Obiang, fils du président équato-guinéen, après le refus de se présenter mercredi à la convocation des juges d'instruction chargés de l'enquête. Il s'agit de Roger Lenoir et René Groumont, les deux juges français qui, après 1 an et demi d'enquête, soupçonnent Théodorin Obiang de blanchiment et de détournement de fonds publics étrangers. Ils l'ont convoqué pour la 2e fois en vue d'une mise en examen après une première convocation en mars dernier. Sollicité par les juges, le procureur de Paris, François Molin, avait déjà donné le 4 avril un avis favorable à ce mandat d'arrêt qui interdit tout séjour en France à Théodorin Obiang. Les juges soupçonnent un pillage des fonds publics de son pays et leur blanchiment en France. Lors d'une spectaculaire perquisition en février dernier, dans le somptueux hôtel particulier de 5000 m² de l'avenue Foch à Paris, estimé à 38 millions d'euros, qui appartient à Théodorin Obiang, les magistrats avaient saisi 3 camions de mobilier d'œuvres d'art, 2 bouteilles de vin fin pour une valeur totale avoisinant les 40 millions d'euros. Selon le ministère américain de la Justice, qui a également entamé une procédure de confiscation de ses avoirs en octobre dernier, Théodorin Obiang aurait dépensé plus de 300 millions de dollars entre 2000 et 2011, alors que son salaire de ministre de l'Agriculture, poste qu'il occupait, plafonnait à 5 000 € par mois. Et en France, ce 14 juillet, c'est une fête nationale sous haute couleur avec un défilé militaire présidé par le président français. Une date qui marque le retour à la normale avec François Hollande qui renoue avec l'interview télé, ce à quoi Nicolas Sarkozy y avait mis fin. De son propre aveu, François Hollande veut revenir vers les Français et c'est face à Laurent Delahousse et Claire Chazal sur TF1 et France 2. Premier défilé pour François Hollande depuis sa prise de fonction. 4 950 hommes et femmes des 3 armées et de la sécurité civile, 241 chevaux, 450 véhicules et 82 étaient mobilisés pour le défilé au sol. 66 avions, 32 hélicoptères ont participé au défilé aérien. Un défilé comme il n'en a jamais été auparavant. Après avoir assisté à cette longue parade des forces armées françaises, le président français chef des armées s'est entretenu avec les soldats blessés en opération et les familles de militaires morts en mission. Ce 14 juillet est plutôt vu comme un retour à la tradition qu'avait brisé Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Pendant plus d'une demi-heure, François Hollande fera un tour d'horizon complet de l'actualité face à la journaliste de TF1 Claire Chazal et Laurent Delahousse de France 2. Construction européenne, plans sociaux et fiscalité, réformes en cours et à venir, médiatisation de sa vie familiale depuis l'embarrassant tweet de sa campagne, tous les sujets pourraient être abordés. Nicolas Sarkozy avait abandonné cet exercice prisé par ses prédécesseurs Jacques Chirac et François Mitterrand. Quoique cette interview ne se déroulera pas à l'intérieur de l'Élysée
comme pour honorer son engagement pendant la campagne, elle aura vécu. Un autre retour à la tradition, c'est la Garden Party. Les jardins de l'Élysée seront ouverts au public tout l'après-midi. Nicolas Sarkozy l'avait supprimé en 2010 par souci d'économie. Il semblerait bien blessé. Du sport, pour clôturer ce journal, la délégation congolaise aux Jeux Olympiques de Londres 2012 sera composée de 28 personnes et non 50, comme l'avait souhaité le comité olympique congolais. C'est ce qui ressort de la dernière réunion entre le gouvernement et les représentants du COC. C'était au cabinet du Premier ministre Matata Ponyo. Les détails dans cet élément. Finalement, la décision du Premier ministre Matata Ponyo de réduire la liste de la délégation congolaise aux Jeux Olympiques de Londres a pris le dessus sur celle du Comité olympique congolais. À l'issue de la dernière réunion tenue le jeudi 12 juillet dernier, le cabinet de Matata Ponyo et les comités olympiques congolais ont finalement trouvé un compromis sur le nombre exact qui représentera la RDC à ce jeu. Il s'agit de 28 personnes et non 57 comme l'avait suggéré le comité olympique. Selon Radio Okapi qui livre l'information, le premier groupe va quitter la capitale congolaise ce samedi pour Londres et sera composé du chargé de mission, de l'attaché olympique ainsi que du médecin en chef. Quant aux athlètes et encadreurs, ils prendront leur vol le lundi 16 juillet prochain. D'autres officiels partiront à une date qui reste à déterminer. 6 athlètes seulement ont déjà leur ticket pour Londres. Il s'agit de Meji Mwamba pour la boxe, le judoka Cédric Mandembo, Bedeline Mibamba et Kizito Kitambala pour la paralympique, Ilunga Mande et Sankuru Ilunga pour l'athlétisme marathon. S'agissant de la natation, du taekwondo et du tennis de table, les 3 disciplines n'ont pas encore l'affirmation de participer à ces Jeux. Le marathonien Ilunga Mande a été choisi par le bureau du comité olympique congolais comme porte-étendard de la RDC lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux prévue le 27 juillet prochain. Sachez également que 38 entraîneurs nationaux de football séjournent à Lubumbashi dans le Katanga pour un séminaire de remise à niveau pour l'obtention de licence B de la CAF. Ce stage de formation qui se focalise sur les techniques d'entraînement durera pendant 26 jours. Plus de précisions avec le directeur technique national Joseph Moukeba, joint au téléphone depuis la capitale cuprifère. C'est le séminaire de formation des entraîneurs de football en licence B de la CAF. Donc la licence B de la CAF, c'est comme les autres licences d'entraîneurs qui sont introduites dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe, en Amérique et partout ailleurs. Donc chaque continent a un système de licence qu'on donne aux entraîneurs qui leur permet de pouvoir travailler dans leur continent et pourquoi pas dans d'autres continents sans avoir beaucoup de difficultés. Nous avons commencé ce système chez nous il y a 2 ans. Nous avons fait d'abord la licence C. La première promotion nous a donné 30 entraîneurs. La deuxième promotion de la licence C a donné 31 entraîneurs, ce qui nous fait un total de 61 entraîneurs licenciés en licence C. Aujourd'hui, nous faisons un pas en avant pour faire la licence B. Nous avons commencé le travail depuis hier avec les entraîneurs détenteurs de la licence C qui se préparent en licence B, qui a pour objectif éducationnel la maîtrise de l'entraînement pour les joueurs jeunes et adultes amateurs dans un contexte compétitif. Voilà l'objectif de ce séminaire que nous avons initié ici au Katanga. Voilà qui referme ce journal. Ne nous quittez surtout pas, la revue de presse, c'est tout à l'heure. Et c'est l'heure de la lecture transversale et critique de la presse avec à la présentation Grace Salambo. Bienvenue. Merci Arlette. 2 sujets font la une des journaux parus ce samedi à Kinshasa et sur la toile, la situation dans l'est de la RDC et la fête du 14 juillet en France. Le site africain Africa Time rapporte que Paul Kagame a une fois de plus catégoriquement démenti tout soutien au mutin du M23. Nous ne soutenons pas le M23 et nous n'avons pas l'intention car nous ne savons pas ce qui
veulent. C'est ce qu'a déclaré le président rwandais sur BBC. Pour ce dernier, la situation qui prévaut dans l'est de la RDC est un échec des autorités à résoudre leurs propres problèmes internes. Africa Times souligne que Paul Kagame est accusé par Kinshasa, l'ONU, l'Union européenne et même l'Union africaine. Et de son côté, le journal Le Point Saillant titre à sa une « Voici pourquoi les Américains ont vomi le M23 ». Le rédacteur de cet article note que le CNDP M23 voulait négocier avec le pouvoir de Kinshasa en conditionnant la cessation des hostilités par la suspension de poursuites contre Taganda. C'est ce qui a exaspéré les Américains. Abordant le même sujet, le journal La Manchette appelle Kabila et Kagame à calmer le jeu. Et puis, 1er 14 juillet pour le président François Hollande, c'est à lire sur RFI.fr et plusieurs autres sites en parlent. Oui, Arlette, RFI en ligne indique que Sarkozy avait supprimé l'interview du 14 juillet. François Hollande rétablit la tradition à une nuance près, pas d'entretien à domicile, mais à l'Élysée. C'était un engagement de campagne selon le site de Radio France Internationale. Le 14 juillet est par définition une journée riche en symboles. Et le Figaro parle d'un premier 14 juillet de crise pour François Hollande. Le journal français révèle que pour sa première fête nationale, le chef de l'État se retrouve confronté à l'aggravation de la crise. Le Figaro.fr renseigne que là où François Mitterrand, Jacques Chirac et même Nicolas Sarkozy pouvaient encore s'afficher dans l'euphorie de leur victoire, François Hollande est déjà confronté à une réalité âpre, loin de promesses de campagne. Et le site Yahoo News souligne par ailleurs que François Hollande revient vers le français pour le 14 juillet. Yahoo News signale que de sa tournée au sommet européen en passant par le sommet du G20 au Mexique, les questions internationales ont beaucoup occupé le nouveau président depuis son entrée en fonction le 15 mai. Et pour terminer, le point.fr s'interroge: 14 juillet, fête bourgeoise ou révolutionnaire? À en croire ce site, la fête nationale fait davantage référence à la fête de la Fédération qu'à la prise de la Bastille. Il ne me reste plus qu'à vous remercier grâce pour cette sélection des titres. Je vous en prie, Arlette Matondo. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Télé 50 et à très bientôt pour un nouveau journal.